Je m'appelle Julien Thérobe et je suis chargé de recherche à la Fondation européenne de conservation des vautours pour les participants qui n'étaient pas présents hier soir. Ma présentation va donc s'intéresser aux impacts du plomb sur la conservation des vautours, mais je m'intéresserai également à à leur impact sur d'autres espèces de rapaces, les grands carnivores, et brièvement sur la santé humaine. J'évoquerai également des aspects de législation européenne. Donc, la contamination au plomb et ses effets sur la conservation de la biodiversité est un problème très répandu à l'échelle mondiale. Plusieurs millions d'oiseaux, on estime à plusieurs millions d'oiseaux donc le niveau de mortalité, plusieurs millions d'oiseaux par an, notamment plus de 3 millions d'oiseaux meurent, ou mourraient en tout cas par an aux États-Unis avant l'interdiction des munitions de plomb qui a eu lieu en 1991. Plusieurs sources de contamination sont possibles par la pollution, les plans de pêche, des activités minières ou industrielles. Une étude récente, notamment en Nouvelle-Zélande, a mis en évidence des taux de concentration de plomb assez élevés chez un perroquet néo-zélandais, assez rare, qui a coloniser les zones urbaines en Nouvelle-Zélande. Et en fait, l'intoxication se faisait par la consommation d'eau qui ruisselait des toits, les toits contenant du plomb. Donc on voit qu'il y a de nombreuses possibilités de contamination et qui sont parfois difficiles à contrôler. La source principale de contamination reste toutefois l'ingestion de plomb de chasse. Deux mécanismes pour la contamination des oiseaux. Oiseaux d'eau et anatidés en particulier, ainsi que les oiseaux granivores ingèrent des munitions, des plombs de chasse directement puisqu'ils les confondent avec leur nourriture ou, pour le cas des anatidés, puisque les plombs tombent au fond des étangs et sont ingérés lors de leur recherche de nourriture. Dans le cas des rapaces et donc des vautours, on a une ingestion de munitions qui sont dans les carcasses d'animaux tués à la chasse. Donc, quels sont les effets? Bien, on va d'effets subcliniques légers dont l'impact sur les oiseaux reste peu connu à des altérations sérieuses et létales, mais je reviendrai sur ces aspects un petit peu plus tard. Donc, les vautours et les condors, comme vous le savez, sont une des guildes d'oiseaux les plus menacées, puisque 70% des espèces de vautours sont en déclin avec des problèmes de conservation très importants. Donc, vous avez tous entendu parler de la crise des vautours asiatiques causée par le diclofénac. Cette crise s'est exportée également au continent africain, avec comme cause principale le poison, encore une fois. Pas le diclofénac en Afrique, mais des empoisonnements également. Donc, parmi cette cause liée au poison, eh bien, le plomb est une menace claire pour ce groupe. A été étudié. Le nombre d'études s'intéressant aux effets du plomb sur les vautours tend à augmenter ces dernières années, ces 5 dernières années. On a toutefois peu d'informations résumant cette information sur le groupe vautour en général. Donc, jusqu'à la publication de cette revue en 2020 par deux chercheurs argentins, Pablo Plaza et Sergio Lambertucci, qui ont justement résumé donc une décennie de recherche sur ce groupe, donc sur les effets du plomb. Je vais vous présenter rapidement quelques résultats principaux de cette étude. Tout d'abord, ils ont mis en évidence un biais géographique, c'est-à-dire que parmi les 62 études qui ont été donc incluses dans cette review, eh bien, la majorité des études étaient donc aux États-Unis d'abord, localisées aux États-Unis et en Europe. Alors les États-Unis, eh bien, c'est assez logique puisque la plupart des études sont intéressées à l'effet du plomb sur le condor de Californie, que vous connaissez probablement tous, une espèce qui est en danger critique d'extinction, qui a failli disparaître et qui a été sauvée grâce à des mesures intensives de conservation. Un des problèmes principaux était justement l'empoisonnement par des munitions de chasse. Donc les Américains se sont intéressés dès les années 80 à ce problème. Alors le deuxième continent, la deuxième région en tout cas est l'Europe, mais même au sein de l'Europe, en fait, cette prépondérance est liée au nombre élevé d'études en Espagne. Bien sûr, c'est ce pays qui abrite la plus importante population de vautours en Europe, donc c'est assez logique, et également une communauté de chercheurs qui a été très active sur ce sujet.
Et donc, vous voyez que eh bien, l'Asie et l'Afrique sont très peu représentées, avec très peu d'études dans ces deux régions géographiques, ce qui est un problème évident en termes de conservation, puisque j'ai mentionné précédemment qu'il y a de gros problèmes de conservation dans ces régions. Donc, cette étude mettait en évidence que la contamination au plomb a été étudiée chez 13 espèces de vautours, ce qui est relativement peu, à peine plus de la moitié du total des espèces existantes. Et même au sein de ces 13 espèces, en fait, on a une majorité d'études qui sont réalisées sur 3 espèces seulement. 2 espèces américaines, le condor de Californie et l'urubu à tête rouge, et une espèce européenne, le vautour fauve, puisque bon, c'est une des espèces les plus communes en Eurasie. Et alors, un problème assez intéressant que ces auteurs ont mis en évidence, pardon, c'est le fait que l'Union de conservation, l'Union internationale de conservation pour la nature, qui détermine le statut de conservation de la plupart, de la totalité des espèces animales et végétales sur la planète, ainsi que les menaces principales qui pèsent sur ces espèces, eh bien, considère que l'empoisonnement au plomb est une menace importante pour seulement 8% des espèces de vautours, ce qui est clairement sous-évalué et potentiellement un problème dans la mise en place de mesures de conservation efficaces. Alors 88% des études, de ces 62 études, montrent des concentrations de plomb au-dessus des valeurs limites, donc avec potentiellement un impact fort sur la santé des vautours, des espèces concernées. Les espèces américaines paraissent plus impactées que les espèces européennes. Donc, vous savez que donc il y a deux familles, les vautours du Nouveau Monde et les cathartidés, alors que les vautours donc eurasiatiques et africains appartiennent à la famille des accipitridés. Donc il y a peut-être une différence de vulnérabilité au plomb entre ces deux familles, mais on a un manque d'informations très clair sur les différences interspécifiques de sensibilité au plomb, ce qui peut aussi impacter, bien sûr, les mesures de conservation, même au sein donc, des espèces accipitridées en Europe, Asie et Afrique. Et donc, évidemment, les effets sur la santé des vautours dépendent de la concentration de plomb détectée. C'est assez logique. Je vais revenir sur ce point. Donc ici, vous voyez la variabilité de symptômes trouvés donc, chez les rapaces et les vautours en fonction de la concentration de plomb. Pour des concentrations assez faibles, on commence par une inhibition de processus enzymatiques qui va impacter le métabolisme. Donc ces impacts vont interagir avec les systèmes immunitaires, nerveux, reproducteurs et digestifs. Donc plus les concentrations augmentent, plus on assiste donc les problèmes s'intensifient, une perte de poids, un impact sur les mouvements et le comportement des oiseaux. Donc ça c'est un point très intéressant, j'y reviendrai plus tard. Une étude sur des aigles royaux équipés de GPS a notamment montré que la concentration en plomb impactait les mouvements de ces oiseaux et pourrait donc influencer le risque de collision avec des infrastructures de transport d'énergie. Plus les concentrations augmentent, eh bien, on assiste à une paralysie, des convulsions et une mort assez horrible. Donc, cette photo montre un urubu à tête rouge qui a une posture typique des oiseaux contaminés, donc immobile, prostré et avec la tête baissée. Donc, je vais vous présenter les résultats de plusieurs études réalisées sur les espèces microphages en Europe. Donc, tout d'abord, ce papier publié récemment en Espagne, cette étude s'est intéressée à 16 espèces de rapaces donc, entre 2004 et 2020. Les auteurs ont fait des prélèvements donc, sur des cadavres de rapaces disponibles en centre de soins, mais ont également capturé certaines espèces de ces rapaces dans la nature. Et donc, ils ont mis en évidence un problème d'empoisonnement au plomb pour 8% des cas d'empoisonnement. Et les deux espèces les plus atteintes étaient les aigles royaux et le vautour fauve, avec notamment, donc ça c'est important de le souligner, des niveaux très élevés de plus de 20 microgrammes par décilitre de sang qui étaient trouvés chez la plupart des vautours fauves, donc plus de 74% des individus. Et ils ont également mis en évidence un effet de la saison de chasse, avec un effet différé, donc une augmentation de la concentration de plomb 2 à 3 mois après la fermeture de la chasse. Donc un clair effet des munitions qui étaient laissées donc, dans l'environnement, dans les carcasses. Cette autre étude, donc, menée par nos collègues italiens,
et par Enrico Bassi, notre collègue, s'est intéressé également au problème de contamination dans le sud de l'Europe, principalement en France et en Italie, et donc à collecter des tissus, différents tissus, os, foie, plumes et sang, non pas de sang, que plumes, os et foie, sur 252 cadavres de 4 espèces de grands rapaces, aigle royal, vautour fauve, vautour moine et gypaète barbu. Et donc, des concentrations élevées de plomb ont été, encore une fois, trouvées, avec les 2 espèces principales, donc les plus touchées, étant encore une fois l'aigle royal et le vautour fauve. Des concentrations moindres ont été trouvées chez les vautours moines et gypaètes barbus. Ceci est potentiellement lié à leurs écologies trophiques différentes, puisque les vautours moines et les gypaètes ont tendance à se nourrir de parties un peu plus dures, donc tendons, os, alors que les vautours fauves et les royaux se nourrissent de parties molles, et notamment des intestins qui sont liés, des viscères qui sont laissés par les chasseurs sur les sites en montagne après l'abattage. Et ces parties molles ont tendance à être la localisation où se trouvent donc les munitions. Alors, depuis que je m'intéresse à cette thématique, j'ai été assez étonné de trouver peu d'études scientifiques réalisées en France sur les effets du plomb. Alors, l'une d'elles est celle-ci qui s'est intéressée aux causes de mortalité de 4 espèces, 3 espèces de vautours et le milan royal dans les Pyrénées françaises. Donc, la cause principale de mortalité était bien sûr l'empoisonnement, comme toujours, avec un effet donc, relatif de l'empoisonnement au plomb, qui semble être une menace présente et relativement sérieuse, puisque 17% des cas d'empoisonnement étaient liés au plomb. Donc les auteurs ont réalisé également une autopsie des oiseaux, des cadavres trouvés, et ils ont mis en évidence une relation intéressante que j'ai commencé à mentionner précédemment, donc une corrélation positive entre les niveaux de plomb chez certains oiseaux et les traumatismes, la probabilité de traumatisme et de collision avec des lignes électriques. Alors évidemment, j'ai parlé de l'Europe. Bon, c'est un problème de conservation mondiale. J'ai mentionné précédemment que peu d'études avaient été réalisées en Afrique. Cependant, on voit une augmentation du nombre d'études ces 2-3 dernières années, avec 2 papiers publiés donc en 2020 et 2021. Celui-ci s'est intéressé aux concentrations de plomb chez 2 espèces de vautours africains très menacés, le vautour à dos blanc qui est en danger critique d'extinction et le vautour du Cap. Donc on voit que 66% des vautours à dos blanc adultes et poussins avaient des niveaux de plomb supérieurs aux valeurs limites d'exposition réglementaires. Et donc les auteurs étaient assez surpris notamment de trouver des valeurs élevées chez les poussins, déjà à un âge donc, des poussins assez jeunes. Et la transmission de fragments pendant le nourrissage a eu lieu, était réalisée par les adultes, donc, qui transmettaient des fragments de munitions intégrés dans les morceaux de viande. Cette deuxième étude a été réalisée au Botswana, où les auteurs se sont intéressés à l'effet de la chasse sportive. Vous savez que donc, la chasse au trophée est assez commune dans ces parties de l'Afrique du Sud, où des chasseurs généralement étrangers vont chasser de grands ongulés sauvages dans des propriétés privées. Et donc là encore, les chercheurs ont trouvé un effet élevé donc de la contamination au plomb chez le vautour à dos blanc, la même espèce très menacée que j'ai mentionnée précédemment, puisque 30% des vautours avaient des niveaux de plomb élevés et 2,3% avaient des niveaux très très élevés, proches de niveaux létaux. Et donc, ils ont comparé également des propriétés où la chasse sportive était autorisée et des propriétés où la chasse sportive était interdite. Et il y avait un effet très, très fort en termes de différence de contamination. Et cette contamination était clairement liée à cette pratique. Alors, encore un autre continent, donc les États-Unis. Et j'ai mentionné précédemment le condor de Californie. Et cette étude met en évidence que donc la restauration des populations de condors eh bien, a tendance à stagner. Donc la population a augmenté
était à des niveaux critiques, mais la population tend à être stable. Donc vous voyez, ce graphique présente la taille de population sur 20 ans. Donc il y a plusieurs scénarios en fonction de différents niveaux de mortalité liés au plan. Et donc cette courbe est liée à un statu quo, donc des actions intensives permanentes liées donc à des interdictions locales de l'utilisation de munitions au plomb, un soin, une récupération de tous les oiseaux empoisonnés, etc. Donc vraiment une action intensive et coûteuse qui eh bien, parvient à maintenir cette population à stabilité. Et donc la seule possibilité pour que cette population augmente était, vous le voyez ici, la courbe, cette courbe-ci, avec une élimination totale de la mortalité liée au plan. Et par contre, dès que la mortalité augmentait, donc dès que les actions de conservation avaient tendance à se relâcher légèrement et que ces interdictions locales s'arrêtaient, eh bien, on a une diminution relativement rapide de la population qui peut aller jusqu'à extinction dans certains cas. Alors, toutes les études que j'ai mises en évidence eh bien, ont tendance, pointent dans la même direction, vers une menace sous-jacente du plomb qui est encore mal évaluée pour de nombreuses populations de vautours. Donc, il est important de rappeler que eh bien, ces niveaux qui ne sont pas optimaux de population de vautours, tout ceci pourrait avoir un impact sur les écosystèmes et nos sociétés, puisque de nombreux écosystèmes, de nombreux services écosystémiques sont rendus par les vautours. Alors, bien évidemment, tout le monde connaît le service principal qui est l'élimination des carcasses. Donc, ceci est lié à une réduction des coûts de transport pour les éleveurs, mais aussi à une réduction de l'empreinte carbone, puisqu'on a un transport des carcasses des exploitations agricoles jusqu'aux infrastructures d'incinération des carcasses. Et donc, dans le cadre d'un projet LIFE dans lequel la VCF est impliquée, eh bien, nous avons pu déterminer que cette réduction des coûts pouvait s'élever à 43 à 61% pour les éleveurs de l'île de Chypre. Donc c'est vraiment non négligeable. Également une baisse du risque zoonotique qui est encore mal évaluée, mais la présence de vautours, leur élimination des carcasses permet de réguler certaines populations de mésoprédateurs présentes dans l'environnement et qui ont un rôle notamment dans la transmission de zoonoses. Enfin, différentes études récentes se sont intéressées aux aspects économiques liés au tourisme de nature. Et une étude publiée récemment a mis en évidence que le tourisme de nature en Espagne est lié à des revenus non négligeables pour les communautés locales, jusqu'à 5 millions d'euros par an pour les touristes qui viennent voir 4 espèces de vautours dans des sites bien particuliers. Alors, les vautours sont le sujet de cette conférence, mais je vais parler rapidement des effets du plomb sur 3 autres groupes, donc d'autres espèces de rapaces, les grands carnivores et rapidement un impact sur la santé humaine. Donc, une étude récente a mis en évidence que le plomb atteint évidemment de nombreuses espèces de rapaces en Europe, principalement les espèces consommant à un moment de leur cycle de vie des carcasses et des charognes. Donc, j'en ai parlé précédemment, l'aigle royal, les aigles en général apparaissent particulièrement vulnérables, particulièrement le pigargue à queue blanche et l'aigle royal, puisque ce sont 2 espèces d'aigles qui consomment pendant certaines saisons ou à certains moments de leur vie plus de carcasses. Cette étude donc, récente a été menée en Suède et à comparer les niveaux de plomb chez l'aigle royal, le pigargue à queue blanche et le hibou grand-duc. Et donc, il y avait vraiment une différence très importante entre, d'un côté, l'aigle royal et le pigargue à queue blanche, qui avaient tous 2 des niveaux élevés de concentration en plomb dans leur foie, et le hibou grand-duc qui avait des niveaux assez bas, ce qui n'étonne personne, puisque les grands-ducs consomment en général peu de charogne. Donc, il faut bien rappeler que le pigargue à queue blanche est une des espèces les plus touchées également avec les vautours à l'échelle européenne, puisqu'il mange beaucoup de carcasses en hiver, particulièrement les jeunes individus, mais également des oiseaux aquatiques qu'il capture vivants et qui sont eux-mêmes contaminés par les munitions de plomb dans les zones humides.
Alors, un point intéressant sur lequel je reviendrai plus tard, les auteurs ont mis en évidence que cette contamination au plomb chez le pigargue à queue blanche ne diminuait pas sur les 30 à 40 dernières années, alors que les munitions ont été interdites dans toutes les zones humides de Suède depuis les années 2000, il me semble. Donc, un autre point qui est encore très peu connu, c'est l'impact du plomb sur les grands carnivores. Vous savez que les populations de grands carnivores ont tendance à recoloniser de nombreuses zones, sont plutôt en expansion. Mais si l'on veut vraiment favoriser cette recolonisation, bon, ce n'est évidemment pas un facteur majeur dans leur dynamique de population, mais une étude récente, donc en 2021, a mis en évidence de très fortes concentrations de plomb dans le sang et le lait des ours bruns, encore une fois en Suède et en Norvège. Donc différents mécanismes sont possibles, mais l'un d'entre eux, évidemment, est la consommation de viande d'élan tuée donc, par la chasse, et qui serait une ressource assez prisée par les ours avant d'entrer en hibernation. Donc les impacts sur la dynamique de population, puisque notamment les oursons pourraient être contaminés à partir d'un âge donc assez jeune. Ces impacts sont encore inconnus. Donc rapidement, le plomb, cette contamination n'atteint pas que la faune sauvage. Il y a des risques importants pour les humains associés à la consommation de viande de gibier, notamment des troubles neurodéveloppementaux, une réduction de QI de 1 à 2 points chez les enfants de moins de 10 ans. Une étude en 2015 a mis en évidence notamment que plus de 10 000 enfants étaient potentiellement atteints au Royaume-Uni dans les communautés donc, dans lesquelles les parents chassaient. Et donc, ceci étant lié à la consommation de gibier à plumes, de faisans en particulier. Des risques cardiovasculaires et de néphrotoxicité ont également été constatés chez les adultes. Donc, on peut rappeler que la sensibilité des vautours et des autres espèces de rapaces en font des sentinelles importantes en termes de risques environnementaux et sociétaux liés au plomb, et on devrait probablement mettre tout ceci en évidence un peu plus. Alors, quelles sont les régulations européennes en place? Eh bien, vous voyez sur cette carte que les régulations varient fortement entre pays européens, avec une absence totale de régulation dans l'Est de l'Europe. Et après, un gradient d'intensité de variation, avec certains pays qui ont banni le plomb dans certaines zones humides importantes pour les oiseaux d'eau, comme l'Espagne, l'Italie et le Portugal, avec toutefois des résultats assez positifs en termes de contamination au plomb pour les oiseaux d'eau en Espagne, qui ont été mis en évidence. Des interdictions dans toutes les zones humides dans d'autres parties de l'Europe, comme en France, en Allemagne ou dans les pays du Nord. Et seulement 2 pays, la Hollande et le Danemark, qui ont complètement interdit le plomb donc sur leur territoire. Les auteurs de cette étude mettent en évidence un manque de suivi de l'impact de ces interdictions au plomb sur les organismes vivants, sur les animaux. Donc, quels sont vraiment l'impact de ces interdictions sur différentes espèces d'oiseaux? Est-ce qu'on voit une diminution des concentrations après ces interdictions? C'est très important de suivre ceci. Et donc là, je vous rappelle un des résultats de cette étude récente sur le pigargue à queue blanche qui montre qu'il n'y avait pour l'instant aucune diminution constatée dans le foie, donc des niveaux de plomb observés dans le foie des pigargues. Donc cela pourrait tendre à souligner qu'il y a une accumulation dans l'environnement qui prend potentiellement plusieurs décennies à s'éliminer. Donc, où en est-on? Vers quoi se dirige-t-on? Bon, tout de même, une bonne nouvelle. Le 25 janvier 2021, la Commission européenne a adopté l'interdiction d'utiliser des munitions de chasse en plomb dans toutes les zones humides des États membres. Donc, cette décision sera mise en application à partir du 15 février 2023, donc dans toute l'Union européenne. Également, en juin 2019, la Commission européenne a demandé à l'Agence européenne des produits chimiques d'étudier la possibilité d'une interdiction du plomb dans tous les écosystèmes terrestres. Donc, on se dirige probablement vers une interdiction totale du plomb d'ici 4 à 5 ans. La consultation est en cours. La VCF notamment a appuyé cette décision à l'automne 2021. Une décision sera prise à la fin de l'année 2022. Donc nous verrons. J'imagine que le lobby de la chasse, qui est assez puissant
en Europe ne sera pas d'accord, mais nous verrons vers quoi nous allons aller en termes d'utilisation des munitions au plomb. Voilà, je vous remercie de votre attention et je serai ravi de répondre aux questions. Merci beaucoup, Julien, pour cet exposé extrêmement clair. Donc, on va passer tout de suite à quelques questions. Sigrid? Alors, est-ce que l'on connaît la part des munitions de substitution au plomb, telles que les cartouches au bismuth, à l'étain, sur le marché français? Et les fédérations de chasse suivent-elles le sujet? Oui, les fédérations de chasse suivent le sujet, donc je pense qu'il y a une vraie prise en compte de ces thématiques dans le monde de la chasse en France. Il y a évidemment ça prend du temps à évoluer. Il y a des considérations économiques également, puisque certaines munitions donc en acier étaient plus chères que les munitions classiques en plomb. Ça a tendance à évoluer. Il y a eu des tests d'efficacité également qui ont été réalisés, puisque certains chasseurs se plaignaient d'efficacité moindre en termes d'abattage des animaux. Donc, il y a tous les verrous qui existaient ont tendance à sauter les uns après les autres. Donc, oui, c'est une question de sensibilisation. Plusieurs projets live qui sont en cours en France travaillent avec les fédérations de chasseurs sur cette thématique. Donc, il y a une discussion de plus en plus présente, fréquente entre les acteurs de la conservation et les chasseurs sur cette thématique. Et du coup, pour rebondir, est-ce qu'il est prévu d'informer le grand public sur l'intoxication des rapaces et de la faune sauvage en général sur les conséquences du plomb? Alors, je pense que c'est une question qui est quand même peu présente dans les médias traditionnels, malheureusement. C'est quelque chose qui a tendance à... Les associations de protection de la nature, etc., sont au courant de ces problèmes, mais c'est vrai qu'il faudrait probablement cibler un peu plus le grand public sur ces problèmes, sur ces problématiques. Parce que peu de gens se rendent compte, en fait, de la problématique de conservation à l'échelle mondiale et des potentiels effets sur la biodiversité. Et pas que sur la biodiversité, comme je l'ai dit, sur les humains aussi. Il me semble qu'il y a déjà eu des diffusions d'informations auprès des communautés, comme tu disais, qui sont chasseurs, enfin qui consomment les venaisons. Et dans un certain nombre de cas, ça a généré des discussions assez compliquées au sein même de certaines familles, avec Oui. des épouses ou des enfants, comme tu l'expliquais, qui consomment régulièrement. Et quand on leur dit après qu'il y a des taux de vigilance extrêmement forts et qui sont très au-dessus de ces taux-là, ça pose des questions. Donc, ça ne suffit pas pour faire pour l'instant bouger massivement les lignes, mais il y a un bruit de préoccupation par rapport à ça qui commence un petit peu à bouger. Sigrid, est-ce que tu vois d'autres... Une autre question. Concrètement, quelle quantité poids de plomb faut-il pour affecter la santé d'un rapace? Est-ce que l'ingestion d'un seul plomb de chasse, ça suffit ou combien il en faudrait? Alors, c'est assez difficile de répondre à cette question en termes de plomb. On est à des quantités, les valeurs limites entre 10 microgrammes et 20 microgrammes. Donc, je ne sais pas à combien, qui correspondent aux valeurs limites, il me semble, qu'il ne faut pas dépasser. Après, on peut avoir également des cas où les plombs sont logés dans le corps et ont tendance à diffuser donc, sur le long terme et à intoxiquer les individus sur le long terme. Donc, un ou deux plombs, je ne sais pas exactement combien, mais peuvent quand même avoir un effet. Tout dépend de la façon, voilà, si c'est ingéré, si c'est présent dans le corps et que le plomb diffuse dans le corps. Mais on a différents mécanismes possibles d'intoxication, potentiellement à partir d'un ou deux plombs. Merci. On a encore le temps peut-être pour une petite question. Vous intéresserez-vous aussi à l'impact du mercure chez les piscivores comme le pigargue? Alors, c'est une question très intéressante. Il y a plusieurs études qui s'intéressent à cette question au niveau, donc, qui suivent les niveaux de toxines en général chez plusieurs espèces de rapaces, dont le pigargue.
il y a des niveaux de mercure toujours élevés dans certaines zones, il me semble, en Europe, qui sont relevés. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces questions d'écotoxicologie montent en puissance. Si on Oui, refait un peu un survol de l'histoire des enjeux de conservation, c'est vrai que et environnementaux, ces questions de pollution étaient extrêmement présentes dans les années 70. Quand on parlait d'environnement, on parlait beaucoup de questions de pollution. Et puis dans les années 80-90, c'est passé un petit peu oui, à la trappe. Les enjeux de conservation sont montés en puissance, de biodiversité, etc. Et c'est vrai que dans ces moments-là, ce n'est pas forcément les premières entrées par lesquelles on s'est intéressé à ces questions. Mais actuellement, là, il y a vraiment une synergie sur ces enjeux de pollution en général, de plomb en particulier, mais pour ce qui concerne ces rapaces, mais d'une manière générale, ces questions-là remontent très fort en puissance. Et il y a quand même une diffusion des enjeux sur les pollutions chimiques, plastiques et même maintenant lumineuses, sonores, etc., qui montent en puissance dans le débat de société. Donc là, il y a vraiment une fenêtre d'opportunité pour qu'enfin ça bouge, parce que c'est vrai oui. que ça fait des décennies que le sujet traîne, quoi.